Bonjour, bienvenue à LSA Direct. Aujourd'hui, je reçois le vice-président de l'Union nationale des agences de voyage. Monsieur Nouma, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Alors, Monsieur Nouma, comment se portent aujourd'hui les agences de voyage qui ont quand même passé une période très difficile? Je fais allusion au Covid-19, à la crise du Covid-19. Donc les agences de voyage, ils souffrent un petit peu par rapport à leur position dans la pyramide de Maslow, parce qu'ils sont dans le top pyramide. Donc quand l'économie et la conjoncture actuelle qui est un petit peu dans une transition qui connaît, en tout cas ce n'est pas uniquement l'Algérie, toute la planète connaît une transition un petit peu difficile, automatiquement les agences de voyage qui sont au top de pyramide, donc ils souffrent les plus. Mais ils essaient de faire leur chemin dans l'activité du tourisme en Algérie. J'aimerais bien vous donner quelques statistiques pour qu'on puisse un petit peu rapprocher le mutafarrij, nos spectateurs, algériens, pour qu'ils sachent un petit peu qu'est-ce qu'il représente le secteur de tourisme en Algérie. Le secteur de tourisme est un secteur qui se développe. Après Covid, malgré il y a une baisse de ventes dans les agences de voyage, mais cela se comprend par le nombre excessif qui est en agence de voyage, qui ne cesse d'augmenter. On sait combien elles sont exactement? Ils sont dans les alentours de 6300 agences et succursales. On était dans le Covid, on était à peu près dans les 3500 à 4000. Donc en l'espace de 5 ans, on a explosé à devenir jusqu'à 6300 agences. Pas par le fait d'avoir un décret exécutif du 2017-161 qui a un petit peu ouvert la porte aux jeunes Algériens pour ouvrir les agences de voyage sans vraiment des conditions qui ne sont pas vraiment difficiles. C'est des conditions très faciles pour obtenir une agence de voyage. Et par le fait que l'Algérie, elle est très grande. Donc on est devenu 58 wilayas, on a un espace très grand, donc le nombre d'agences, il y va en conséquence. Donc des petits chiffres par rapport, moi j'ai fait un petit rapport par rapport aux statistiques 2023, parce que c'est l'année qui sépare entre le Covid et l'après-Covid. Oui. Donc l'année 2023, c'est une année un petit peu tranchante. Donc le nombre total de touristes qui sont venus en Algérie, c'est 3,3 millions visiteurs. Donc ils ont enregistré, générant environ 1,6 milliard de dollars de recettes touristiques. Le tourisme interne, il y a plus de 10 millions d'Algériens qui se sont déplacés en nord et en sud par rapport à leurs habitations. Dans les 14 wilayas côtières, durant les 2 dernières saisons estivales, environ 20% ont opté pour des établissements hôteliers. C'est-à-dire, tandis que 80% ont préféré l'hébergement chez l'habitant. Donc la cause principale, ce n'est pas vraiment le prix, mais c'est l'infrastructure qui est insuffisante. Il y a une grande insuffisance d'infrastructures en matière d'hôtellerie et d'hébergement hôtelier. Il n'y a pas assez d'hôtels pour absorber tout ce besoin. On a besoin d'investissements en matière d'hôtels, business hôtels, en matière d'hôtels de tourisme, hôtels balnéaires, stations balnéaires. On a vraiment besoin de ces investissements pour être à peu près au niveau des besoins, des attentes des Algériens. Avant tout, après on va au réceptif. Donc les infrastructures et les projets en cours, ils sont de 1557 établissements hôteliers, donc ils offrent une capacité totale de 143 811 lits, qui est très insuffisante. On a besoin à peu près de 500 000 lits par an. Donc les carrés. Donc voilà, 143 000, c'est vraiment... c'est par là qu'on explique les 80% des gens qui vont chez l'habitant, donc aux saisons estivales notamment. Donc les projets touristiques, il y a plus de 2200 projets qui sont en préparation au ministère du Tourisme, aux directions de l'investissement, dont 800 en cours de réalisation. Chaque année, entre 50 et 60 projets sont achevés. Et c'est un taux de croissance et d'achèvement très bas. 50 à 60 hôtels, ça ne va pas aboutir à des objectifs. Ça ne répond pas à la demande. Il y a des objectifs par rapport au STAT, par rapport au schéma directeur du tourisme, qui a été réalisé en, disons, 3 assises durant ces 20 années. La première assise, d'ailleurs, elle est en l'an de 2008. Je me souviens, c'est l'époque de Chérif Rahmani. Oui, les assises du tourisme. Les assises du tourisme, 2008. Et il y a une autre assise qui a été faite au Palais des Nations en 2013. Et il y a une 3e assise qui est en 2019 et qui a porté sur les objectifs 2030.
schéma directeur du tourisme et de l'aménagement et du tourisme de 2030, où il y a eu disons des recommandations pour aboutir aux objectifs tracés en 2030. Donc là, on voit que 50 à 60 projets chaque année, c'est très peu. Donc ils ajoutent à peu près dans les 6 000, 5 000 lits par an. Là, si on parle de 500 000 lits, si on parle de 500 000 lits en 2030, objectif, 6 000, 5 000 lits, c'est pas du tout C'est pas la bonne cadence. C'est pas la bonne cadence. C'est une cadence elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs. On va en parler par les facteurs, par les propositions que peut-être l'État algérien pourrait un petit peu réfléchir dans cette perspective pour qu'elle aille un petit peu aboutir à un objectif plus rapidement. Donc, parlons de perspectives et objectifs. Les objectifs 2030 fixés par le ministère du Tourisme, notamment par le SDAT, schéma directeur d'aménagement touristique en 2030, le marché ciblé, c'est que l'Algérie cherche à attirer davantage de tourisme et elle cherche à satisfaire beaucoup plus les tourismes nationaux. Parce que si on satisfait le tourisme national, déjà on arrive à freiner la sortie de devises, oui. Ce qui est un gène vraiment flagrant dans la gestion économique de l'Algérie. Et on arrive même à améliorer un petit peu la culture chez l'Algérien et le mode de vie. Investir dans le tourisme, ce n'est pas uniquement faire rentrer l'argent. C'est toute une culture qui va être changée. Culture de l'urbanisme, culture du tourisme, on va absorber des emplois, on va un petit peu diversifier notre bioculture, notre environnement, c'est beaucoup de choses qui vont être générées par rapport à l'investissement touristique. Oui. Monsieur Numa, vous venez de dire que juste après le Covid, quasiment le nombre d'agences de voyage a quasiment doublé. Qu'est-ce qui justifie Premièrement, la loi, le décret, pas la loi 9906 n'a pas changé. On demande toujours ils nous ont fait partie. La loi qui encadre la loi qui encadre le tourisme en Algérie. Oui. Il y a une loi, pas le tourisme, mais les agences de voyage, la création des agences de voyage. Parce qu'il n'y a pas une loi. Il n'y a pas une loi qui englobe tout le secteur du tourisme. Les hôteliers, les restaurateurs, les guides, les transporteurs, le transport touristique, les agents de voyage. Il n'y a pas cette loi, elle n'existe pas. Oui. Il y a beaucoup de lois qui sont... Pour chaque segment. Pour chaque segment de tourisme, pour chaque facteur et pour chaque, ingrédient du produit touristique. Donc la loi qui concerne les agences de voyage, la 9906, il y a eu des décrets qui sont le 2047, 2048 et le 2049. Le 2048, c'est celui qui concerne la création de l'agence de voyage et ses activités. Celui-là a été modifié par un décret, disons un décret pour nous en tant que professionnels en tourisme, en tant que représentants et en tant qu'experts et pour mes collaborateurs dans la fédération et dans l'union. Disons, je ne sais pas le terme, mais est-ce que je peux dire qu'il n'est pas bien réfléchi? Ou c'était beaucoup plus du social que de créer une agence de voyage. Parce que ça a ouvert la porte à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut créer une agence de voyage, c'est ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, que ça a carrément banalisé l'agence de voyage et vandalisé le métier. Vous voulez dire que les critères ne sont pas assez sévères pour Je sais que le mot il est un petit peu fort par rapport à vandaliser l'activité de l'agence de voyage, mais c'est ce qui se passe. Parce que pour avoir une agence de voyage maintenant, il suffit d'avoir un diplôme, une licence. Un diplôme en quoi? N'importe quel diplôme en licence, travailler dans une agence pendant une année et c'est bon. Mais c'est pas ça. Mais l'agence de voyage, c'est comme un chef cuisinier. Il ne va pas travailler une année et il devient un chef, non. C'est pas ça. Auparavant, on avait des critères très logiques et très raisonnables. Avant, c'était comment? Il faut que tu aies un diplôme de l'École nationale de tourisme ou une école de tourisme avec une expérience d'une année en tant que directeur. Après, tu pourras... Et il y a le deuxième critère, un diplôme dans le sens où il va dans le tourisme, technique un petit peu, et marketing, commercial. De management, oui. Pas théorique comme, je ne sais pas, droit, ça c'est pas... Donc, plus une expérience de 5 ans, dont 3 ans en tant que directeur
cadre. Ça, c'est bien, c'est donner de la valeur au métier, donner de la valeur au directeur technique. Le troisième critère, c'était d'avoir une expérience de 10 ans dans un établissement touristique avec une expérience de 5 ans en tant que cadre. Et ça, c'est le minimum. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 20 ans, donc 10 ans, donc c'est le minimum requis. Et là, c'est devenu une année, une fois... Donc finalement, vous avez assisté à l'arrivée de personnes n'ayant quasiment aucun lien avec le secteur, qui ont réussi à ouvrir des agences de voyage. On s'est retrouvé avec nos agents qui ouvrent les agences de voyage, qui n'ont aucune expérience. Pas suffisamment formés. Et aussi, la loi 99-06, elle prévoit une caution. Le décret, le 2017-161, il a enlevé je ne sais pas si c'est réglo, c'est pas, mais il a enlevé la caution carrément. Le décret 2048, il avait une caution chez le ministère du Tourisme. Bon, c'est une caution, disons, à l'époque, c'est ajusté à 130 000 ou 200 000 dinars, mais on peut réajuster la caution. Parce que là, c'est pour ça qu'on voit maintenant le massacre qui se passe dans les agences de voyage. C'est des jeunes qui sont sortis, ils n'ont pas besoin de beaucoup de fonds, ils n'ont qu'à ouvrir une boutique avec un bureau. Il va travailler dans un métier où il génère beaucoup d'argent, parce que ce n'est pas les commissions qui sont beaucoup. Nous avons pratiquement, la commission maintenant, la rentabilité dans l'agence de voyage, pratiquement, elle apprivoise les zéros. On n'arrive plus à payer nos employés. Parce que là, il y a beaucoup d'agences, ils font n'importe quoi. Une agence qui n'a aucune charge. Et aussi, il y a un autre phénomène pourquoi le secteur du tourisme est devenu un petit peu chaotique aujourd'hui. C'est aussi qu'il y a disons, je ne sais pas comment les appeler, mais à part les associations qui travaillent en France. Il y a des groupes qui se forment. Facebook, je pense que vous voulez parler de ces excursions qui sont... Non, je veux parler carrément des start-up qui font le tourisme. Moi, je ne suis pas contre les start-up, pour ne pas aller dans la politique et la polémique. Mais l'activité de tourisme, elle est réglementée. Les gens, ils étudient. Il y a des études pour le tourisme. Il y a toutes des écoles pour former les gens. Une start-up, oui, elle peut faire, mais si on permet aux start-up de faire le tourisme, de faire la location d'hôtels, de faire la vente de billetterie, de faire les packaging, à quoi bon Vous parlez presque d'une concurrence déloyale. Concurrence féroce et déloyale. Donc les gens professionnels en tourisme qui exerçaient dans toute légitimité et la sérénité, qui étaient sérieux et tout, ils se retrouvent maintenant dans une situation qu'ils ne peuvent pas gérer. C'est étouffant. Donc finalement, les agences de voyage, en plus de la crise du Covid qui a été très difficile pour plusieurs secteurs, et notamment le tourisme, il y a eu aussi donc tous ces paramètres qui ont encore plus compliqué la situation. Oui, donc maintenant, donc finalement, les se retrouvent dans quelle situation aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où il faut unifier les efforts. C'est ce qu'on est en train de faire avec les associations, toutes les associations qui représentent les agences de voyage et qui défendent leurs intérêts, notamment la Fédération, l'UNATV, la NAV, le SNAV, le SNAT, le Forum. Il y a pratiquement 6 ou 7 qui sont vraiment dans la défense des agences de voyage, qui exercent et qui font le métier avec amour, qui veulent réussir lever le défi de parvenir à un tourisme sain, à un tourisme qui participe à l'économie de l'Algérie, à un tourisme qui fait la bonne image de l'Algérie, notamment le réceptif. Donc nous essayons d'uniformiser nos efforts pour justement, premièrement, participer déjà on est membre, on participe il va y avoir une réforme de loi et de décret qu'on est en train de préparer des propositions raisonnable et bien étudié pour proposer au ministère du Tourisme. Est-ce qu'on vous a fait participer, vous a sollicité? Oui, par la même occasion, je tiens cette occasion pour remercier vivement et chaleureusement Madame la ministre qui est actuellement sur la tête du tourisme, parce que c'est une dame vraiment
elle travaille d'une manière explosive. Elle nous a vraiment encadrés, elle nous a accueillis, elle est en train de travailler avec nous, elle nous fait participer. C'est-à-dire, oui, elle a écouté un petit Elle peu a tout le fait monde, oui. un dynamisme extraordinaire. Je la salue du fond du cœur. Donc c'est pratiquement depuis, je ne sais pas, il y avait un ministre comme celui-là en 2010, M. Smaïl Mimou, qui a fait ce dynamisme, mais pas aussi acharné comme Mme. Vous sentez qu'il y a vraiment une volonté d'arranger les choses. Elle nous a fait participer dans la réforme de loi. Elle nous a fait participer dans la préparation du salon du CITES, chose qui n'a jamais été faite. Elle nous a fait participer dans la préparation du salon d'Osaka, du Japon. Elle nous a fait participer dans tous les processus de... Même Madame la ministre, elle est très consultative. Elle veut faire les choses en bonne et due forme. Et elle veut aboutir au résultat. Donc c'est ça ce qu'on veut, c'est aboutir aux... S'il y a des propositions, il ne faut pas faire beaucoup je ne sais pas, des assises, je ne sais pas. Il faut aller au but. Il faut aller au but. Si on veut, par exemple, investir en tourisme, si on veut que le tourisme soit un vrai levier, parce que là, le tourisme, il participe à peu près à 2% de notre PIB de l'économie algérienne. Oui, c'est peu, hein. C'est absent. Oui. Donc, les objectifs du stade, c'est d'arriver à 5%. Avec cette cadence, on va peut-être reculer. Parce que là, dans toute parce que le tourisme, c'est quoi? C'est le packaging. L'agence de voyage, je le dis toujours que l'agent de voyage, c'est un chef cuisinier. Vous lui donnez des ingrédients, et il fait un plat selon les ingrédients que vous lui donnez. Donc, nous n'avons pas les deux principaux ingrédients. Nous n'avons pas un transport qui est à la hauteur de nos attentes. Nous n'avons pas des infrastructures hôtelières, d'hébergement hôtelier ou village touristique ou chez l'habitant ou les tentes, les campings. Nous n'avons pas ces deux ingrédients essentiels. Donc c'est très simple. Par rapport aux guides, il y a les guides. Par rapport aux richesses, on n'en manque pas. Oui. Donc les richesses, on n'en parle pas parce qu'on a une réserve qui suffit au monde entier. Aux 7 milliards d'habitants, l'Algérie, elle suffit aux richesses culturelles, économiques, sahariennes et tout. Donc c'est deux facteurs qui nous manquent pour vraiment aboutir ou pour vraiment atteindre aux objectifs. Ces deux critères, premièrement, parlons du transport touristique. Il n'existe pratiquement pas en Algérie. Il n'y a même pas une loi de transport touristique. Alors que dans les pays qui ont le tourisme développé, il y a toute une loi qui gère et qui régit le transport touristique. Moi, en tant qu'agence de voyage, je ne peux pas avoir, par exemple, un bus où il est régi par le ministère des Transports, qui régit les lignes, il ne peut pas gérer mon transport qui va partout, qui va dans les montagnes, qui va dans les circuits touristiques, qui va entrer dans les aéroports, dans les aérodromes. Moi, comment je vais recevoir les clients, comment je vais les ramasser? Moi, si par exemple, j'ai aujourd'hui un circuit touristique à Kasbah Ketchawa, mon bus, où il va garer? Il gare devant le Ketchawa, il va être en fourrière directement. Parce que je n'ai pas de loi qui me régit. Il manque cette coordination qui fait que tout le monde participe à ce que le tourisme soit un peu plus... Bien sûr, donc il y a un manque flagrant dans la réglementation du transport touristique qu'on est en train de préparer aussi un dossier en consentement avec tous les partenaires stratégiques et économiques, notamment à l'Algérie, qui est le nerf principal de transport. Pas loin qu'hier, on a eu une réunion qui a duré 3 heures à peu près pour négocier, débattre tous les problèmes qui engendrent. Et on a été très bien accueillis et je salue par la même occasion les représentants de l'Algérie qui nous ont accueillis. Parce que souvent ces histoires aussi de vol, de programmation de vol, ça pose aussi problème. Bien sûr. Je vous donne un exemple. Je veux partir par exemple à Ouargla ou à Tadjanat ou après-demain. Allez-y trouver une place. Allez-y trouver une place. Vous voulez dire qu'il n'y a pas suffisamment de vols? Il n'y a pas suffisamment de vols. Les vols ne sont pas vraiment bien étudiés. Des fois, on ramène les touristes. Ils nous proposent des vols de nuit. Le touriste va perdre une nuit dans l'aller, dans le retour. C'est un calcul. Le paquet, c'est un calcul. Forcément. Bien sûr, s'il perd 100 euros et 100 euros, il paye, il n'en profite pas. Ça devient un package élevé, même pour l'Algérien.
Donc il y a tout à étudier. En tout cas, on a expliqué tout ça. Et vous avez eu hier. l'impression d'avoir eu du répondant? Un écho Oui. très positif. Oui, oui. Ils étaient très accueillants, ils étaient très positifs. Ils nous ont promis de voir nos problèmes sérieusement. Et d'ailleurs, nous, on va faire des communiqués dans ce sens et tout. Même, on va faire un rapport au ministère du Tourisme par rapport à ce qui se passe, parce que nous avons construit un petit peu une union aux représentants d'agences de voyage. Pas uniquement Air Algérie, il y a même le transport terrestre. Je vous donne un exemple, il n'y a pas de bus pour les... On ne peut pas acquérir de bus. Moi, je suis une agence de voyage. Si je peux Une pas agence de voyage n'a pas le droit d'avoir son propre bus, vous voulez dire? on ne peut pas acheter les bus. C'est là où le problème de transport, de véhicules, de 4x4. Donc, on ne peut pas. C'est des Oui. 4 vous n'avez pas. Vous ne voyez pas le parc, comment il est Oui, vétuste. oui. Pas uniquement nous. Il n'y a pas ni construction, ni. Donc, comment que vous voulez qu'on travaille? Il nous faut des bus, des minibus, il nous faut et pas uniquement un genre de bus Mercedes pour. Non, qui est très cher, ou un bus de son accombre. Oui, il y a le bus, il y a la production nationale. Mais arrêtez, 4 milliards. Comment que vous voulez que je... Qu'une agence de voyage puisse acquérir... Comment vous voulez que je présente un package si j'achète un bus de 4 milliards? Ça va forcément se répercuter sur les prix que vous pratiquez. Oui, mais déjà je ne vois pas d'agence de voyage qui ont 4 milliards pour acheter ou aller à une banque pour prêter 4 milliards pour qu'il reste 20 ans endetté. Oui. Donc ça, il faut réfléchir. Il faut être un petit peu... On ne dit pas qu'on n'est pas en train de parler de l'économie nationale, la production. On encourage, au contraire, on encourage la politique. Mais il faut aller un petit peu vite. Ou bien ouvrir une brèche en parallèle pour ne pas tomber dans le piège de on attend la production, donc on va carrément délaisser... Ça, c'est de la perte de temps, en fait. C'est de la perte d'argent. Oui, et d'argent aussi. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a un potentiel de jeunes, un potentiel de connaissances, un potentiel de richesse touristique. Il faut qu'elle exploite. Le tourisme, il peut générer beaucoup d'emplois. Oui, bien sûr. Oui. Il génère de l'emploi et de l'euro. Et la chose la plus excellente en tourisme et en matière d'économie que les gens doivent savoir, ils doivent s'imprégner dans leur tête, c'est quoi? C'est que dans le tourisme ou l'économie touristique, si par exemple on arrive à faire rentrer par exemple 1 milliard d'euros par le secteur du tourisme, c'est une bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que si on arrive à faire rentrer 1 milliard de dollars dans n'importe quel secteur, c'est qu'on a vendu une richesse. On vend pétrole, du fer, du phosphate, on vend quelque chose. Il y a une richesse qui va manquer en Algérie. Par contre, dans le tourisme, on ne va rien vendre. On va faire rentrer de l'argent. Bien au contraire, oui. Faire connaître le pays. Oui, mais on ne va rien vendre. C'est une richesse inépuisable. Si les gens qui décident, les gens qui vont, ils prennent des décisions, disons, ambitieuses, aussi réfléchies et audacieuses, ils peuvent atteindre un niveau d'économie substituant le pétrole et le gaz très bénéfique et très bénéfique à l'Algérie et disons très durable. Oui. Donc l'économie durable est... Monsieur Nour, on parlait tout à l'heure de concurrence déloyale. Il y a un autre type de concurrence, puisqu'on voit sur les réseaux sociaux émerger des groupes ou des associations, entre guillemets, qui proposent des sorties, des excursions, sans sécurité, sans cadre réglementaire. Oui, ils ne sont pas réglementés. D'ailleurs, vous vous rappelez de l'accident qui a été eu. Oui. Ça, c'est... Bon, là, je dois dire par la pratique que c'est une chose qui doit être disons, c'est l'effort de tout le monde. On doit s'unir dans ce sujet. Ce n'est pas uniquement l'État qui doit combattre ce genre de page sur Facebook. C'est même les agences de voyage, les agents agréés, les agents propres qui doivent aussi combattre ces pages et ils doivent alerter les autorités et tout. Et aussi je propose ou disons, j'alerte les agences de voyage, mes collègues et mes compatriotes à se conformer à la loi. La loi, elle est très claire en matière de publicité. La loi, elle stipule que quand une agence de voyage fait une publicité, une brochure, que ce soit électronique ou carte visite ou n'importe quoi, elle doit mentionner le numéro d'agrément de cette agence de voyage.
C'est comme ça qu'on peut vérifier qu'on Voilà. a réellement affaire à une vraie agence Exactement. de voyage. Oui. Si une publicité qui Oui. n'est pas imprimantée ou qu'il n'y a pas le numéro d'agrément et la date de l'agrément, et vous pouvez même la vérifier dans le site du ministère du Tourisme, là c'est une arnaque. Donc l'agence de voyage, nous aussi, autant qu'agence de voyage, on a la responsabilité de faire, de ne pas vraiment appliquer la loi pour contraire à ces pages Facebook, à ces groupes, à ces gens qui ne sont pas réglementés. Parce que le secteur du tourisme, il est réglementé. Il doit être réglementé. C'est quand même une responsabilité de transporter des gens, oui. de leur faire du bivouac ou de les oui, emmener bien sûr, dans une bien sûr. montagne alors sûr. qu'il neige et qu'on n'a même pas de bus, Oui. le bus qu'il faut pour les transporter. Il y a les assurances, il y a même la déclaration chez la gendarmerie, la sécurité, il y a l'accompagnement des fois, quand c'est des étrangers, l'accompagnement de la sécurité. Oui, oui. Il y a aussi la responsabilité de ne pas détruire le site, de ne pas voler Ou de respecter l'environnement dans de lequel on respecter est. Oui, oui, l'environnement. oui. Tout ça, on l'étudie en tourisme. Un agent de tourisme, il le sait, il l'applique. Mais une association ou des groupes, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas être tenus responsables parce que ce n'est pas des gens. Mais on doit disons, les combattre et on doit les... Mais justement, comment est-ce que l'émergence de ce genre de pratique est due à l'absence d'une offre assez importante qui puisse satisfaire les attentes de tous les Algériens? On le voit très bien, les gens maintenant, on ressent que les gens ont besoin en week-end de se déplacer, de prévoir des week-ends, de prévoir leurs vacances. Est-ce que c'est l'absence d'offres qui fait que les gens se retournent vers ce genre d'association, entre guillemets, ou page Facebook qui propose des sorties Premièrement, c'est l'absence, c'est la flagrant des offres, bien sûr, parce que je vous dis qu'on a un manque flagrant d'infrastructures. Et deuxièmement, c'est le côté prix, le côté tarifaire. Parce qu'une agence de voyage, quand elle programme un circuit touristique quelconque, donc c'est toute une démarche, c'est des frais. C'est-à-dire elle a le guide, elle a les assurances, elle a tout des frais. Donc automatiquement, son prix, il est plus élevé que celui qui a un bus, qui travaille à la ligne, et le week-end, il décide d'aller à tel ou tel site touristique avec sa famille. Donc il fait une publicité, je ramène avec moi des gens avec des prix dérisoires. Seulement payez-moi le gasoil. Ça, c'est incomparable et on ne peut pas combattre commercialement ce genre de pratique. On ne le peut pas. Il faut l'interdire carrément. Il n'a pas le droit de prendre des... Là, c'est l'intervention, comme j'ai dit auparavant, de tout le monde, de tous les facteurs. Des agents de voyage, ministère du Tourisme, ministère de l'Intérieur, les policiers, les gendarmes, ceux qui sont en site, le ministère du Transport. Il faut l'implication de tout le monde. Et aussi, il faut que l'État algérien réfléchisse d'une manière ou d'une autre pour accélérer l'investissement en tourisme par des mesures incitatives, par des mesures directes. Il ne faut pas rester dans la théorie, les études. Aller vers la chose qu'il faut faire. Je vous donne un exemple. La Turquie, bon, je n'ai pas voulu donner l'exemple des autres pays. La Turquie, à peu près, on a à peu près les mêmes caractéristiques, les mêmes histoires. Donc, à peu près même la mentalité. Donc, quand ils ont voulu lever le défi du tourisme, Erdogan, quand il est venu, il a ramassé ça, c'est les attestations de mes amis et mes collègues, parce qu'on travaille avec mes collègues qui ont des chaînes d'hôtels en Turquie. Et d'ailleurs, maintenant même, ils ont des chaînes d'hôtels partout dans le monde. Il a ramassé je ne sais pas combien d'hommes d'affaires dans chaque domaine, dans le domaine du tourisme. Il a ramassé, je ne sais pas, il m'a dit, mon ami, je ne sais pas combien, mais beaucoup d'hommes d'affaires dans le tourisme, qui étaient dans notre cas. Des gens qui avaient un hôtel, qui avaient un projet d'hôtel, projet de village touristique, projet de site, de restaurant et tout. Les gens corrects, bien sûr, ils ont été bien sélectionnés. C'est des gens corrects, ils ont un palmarès, qu'ils ont travaillé dans le tourisme, des experts. Et il leur a proposé une chose. Il leur a proposé que c'est eux qui vont lever le défi en 5 ans. Ça, c'est en 2000, quand il est venu, 2002, 2003, 2004 à peu près. Et il leur a ouvert les portes de banque. Il leur a donné des crédits bancaires sans intérêt. Sans intérêt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il demande aux investisseurs de présenter leur projet.
Si c'est un projet consistant qui va au développement du pays, 1, 2, 3, 4 projets, 50 projets. Ils sont financés, oui. Ils sont financés par les banques. Les intérêts, et à zéro, tous les intérêts, c'est l'État qui a pris ces intérêts. Avec l'aide des banques, donc taux bonifiés. Pour booster, booster le tourisme, l'État oui. qui a pris les intérêts. Donc, les hommes d'affaires étaient très, très satisfaits, étaient très motivés, parce que moi, si j'ai un crédit sans intérêt, pour faire mon projet, automatiquement, je serais très intéressé, très motivé. Si je fais un seul, je vais faire 3, 4 projets. Et c'est par cette démarche qui est très simple, qui est très directe, très audacieuse et très courageuse, que la Turquie a explosé dans les années entre 2000 jusqu'à 2010. Elle a explosé. Elle est montée en flèche en matière de tourisme. Donc, on peut, par exemple, prendre cet exemple, je ne sais pas, pour voir comment. Il y a beaucoup d'exemples, si je cite beaucoup d'exemples pour. Il faut que l'Algérie trouve le sien et qu'on arrive à booster ce secteur. Oui. Voilà. Ce secteur, il va carrément absorber une jeunesse extraordinaire d'emplois. Nombre d'emplois. Un seul hôtel peut faire travailler jusqu'à 200, 300 haute saison. D'emplois directs, peut-être 50. Mais d'emplois indirects. D'emplois indirects aussi, oui. C'est le secteur de tourisme, c'est un secteur qui est magnifique. Il touche tous les secteurs. Si on travaille au tourisme, on a affaire au transport, on a affaire à tous ça fait marcher toute l'économie, en fait. Oui, c'est un secteur de BTP, mais qui dure. Oui. Le BTP, c'est on travaille, on vend, on construit des maisons, des appartements. Ça va booster l'économie algérienne, bien sûr. Mais pas comme le tourisme. Le tourisme, ça va booster et ça reste à l'année, à des dizaines d'années, voire des... Et pour vous, monsieur Nouman, le spécialiste que vous êtes, l'avenir du tourisme en Algérie, ce serait quoi? Le saharien, le balnéaire, tout ensemble, un mix? Écoutez, il y a des statistiques qui disent que le saharien, ça ne représente que 5% du tourisme. 5%, le balnéaire, oui, c'est 5%, c'est un tourisme culturel, c'est pas un tourisme de masse. On ne peut pas faire... Si on opte pour un tourisme de masse au Sahara, on va le détruire. Il y a un risque, forcément. Bien sûr, on va le détruire. Ce n'est pas un tourisme de masse, c'est un tourisme authentique à l'Algérie, surtout à l'Algérie. C'est le tourisme, d'ailleurs, qu'on est en train d'axer au ministère du Tourisme, parce que c'est les objectifs d'axer le tourisme sur le tourisme saharien pour le booster, parce que c'est un tourisme original, c'est un tourisme authentique, et on veut, à travers cette prospective, de faire valoir les valeurs de l'Algérie, l'originalité de l'Algérie, l'authenticité de l'Algérie. D'ailleurs, c'était l'objectif de Madame la ministre, de faire de cette CITEV une image vraiment forte à l'Algérie. Comme elle a si bien expliqué, elle nous disait que chaque circuit touristique ou chaque objet qu'on donne aux gens, il doit y avoir une histoire après cet objet ou ce circuit touristique. Il doit y avoir qui accompagne cette djellaba ou ce trophée. C'est ça qu'on veut dans le tourisme saharien. Mais ça reste que c'est un pourcentage très faible par rapport au tourisme. Et donc, qu'est-ce qu'il faut miser sur quoi, si ce n'est pas sur le Sahara? On mise sur les infrastructures, sur l'investissement touristique. Il y a l'investissement sur les infrastructures balnéaires, montagnères, même le tourisme business. Thalasso, j'ai mis un petit peu là dans mon rapport les 5 axes ou les 6 axes dont on doit donc en premier lieu c'est le tourisme saharien parce que c'est le plus original à l'Algérie et c'est le moins, disons, on n'a pas pris attention à ce tourisme assez important. Donc après, c'est le tourisme balnéaire qui peut aller jusqu'à je ne sais pas, jusqu'à 50-60% du tourisme, parce que le tourisme balnéaire, on n'oublie pas, c'est la masse. Oui. C'est la masse, c'est pratiquement 10 millions d'Algériens qui vont aux plages dans la saison estivale. Après, il y a le tourisme culturel et patrimonial qui aussi apprivoisine les 5%. Après, il y a le tourisme thermal et bien-être, aussi à peu près dans les 20-25%, parce qu'on a beaucoup de nos parents et
les vieils hommes à travers les différentes formules de CNAS, de CASNOS, mais généralement même les privés, ils font ça pour le tourisme thermal et bien-être et aussi santé, parce qu'il y a un côté médical dans ce tourisme, dans le thermal. Il y a aussi le tourisme religieux qui est un petit peu pas vraiment développé, il représente à peu près dans les 0,5 à 1%. Cela, ils se transmettent par les fêtes qu'ils font dans les ziyaras, dans le moulo, oui, il y a des sites, disons, voilà, un petit peu religieux. Des fêtes qui se font un peu partout. Mais pourquoi, Monsieur Nouma, le sentiment, bon, moi je parle de sentiment, on va voir si c'est une réalité. L'Algérien a toujours ce sentiment en préparant ses vacances, dès qu'il commence à comparer des prix des hôtels en Algérie avec les prix qu'on lui propose en Tunisie, parce que souvent on fait la comparaison avec la Tunisie, le premier sentiment, c'est que l'Algérien a l'impression de payer plus cher ses vacances en Algérie qu'en Tunisie. Pourquoi? Déjà, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai dans tous les cas, Oui. mais il y a une certaine vérité, parce que en Tunisie, il y a eu le développement touristique en 2004-2005 où ils ont bien étudié leur économie, ils ont développé des zones touristiques. Ces zones touristiques, bien sûr, ils ont investi, ils ont fait sortir des euros et tout. Donc par les années, disons 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans après, ils ont, disons, amorti leurs investissements. Donc là, ils n'ont pas de contraintes d'amortissement. Donc là, la Tunisie, tout ce qui entre, c'est des bénéfices. Donc ils contrôlent les prix. Ils peuvent contrôler les prix. Ils peuvent aller vers le haut, vers le bas, selon les saisons. C'est des rentes sèches. Il n'y a pas d'amortissement. Ils ont déjà amorti leurs établissements et tout. Et d'ailleurs, c'est ça on a programmé en tant que fédération algérienne lors du CITEF 2025. On va programmer avec l'ONTT, l'Office national du tourisme tunisien, pour en discuter de standardisation des prix et à la baisse des prix pour les Algériens. Parce que les Algériens, c'est un marché. Vous voulez des formules, des formules pour les Algériens? On veut premièrement labelliser le tourisme algérien. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui n'est pas comme les Européens. Ils ont leur tranche tarifaire, leur barème, qui est bien étudié bien avant. Donc, ce n'est pas une agence qui va... Donc, non, si un touriste algérien va à la Tunisie, il va y avoir certains critères qu'on exige aux Tunisiens de respecter et de prendre en considération. Et ça, c'est le programme. En termes d'infrastructure, en termes de services? En termes de services, en termes d'infrastructure, en termes de prix, en termes de comportement, oui, en termes disons, de prise en charge. Tout ça, on va l'étudier dans un programme standard qui sera le minimum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum moins que ça. Donc, pour le touriste algérien. Oui. Parce que les Algériens, s'ils ne le savent pas, ils représentent une rente énorme aux Tunisiens. C'est une échappatoire extraordinaire. Donc, à quel moment on va réussir à faire garder toute cette masse qui part vers la Tunisie, à la faire garder en Algérie? À quel moment on aura une offre qui puisse répondre à toute cette demande? On aura cette offre, on aura cet équilibre. Et j'irai encore plus, les Tunisiens ils vont entrer chez nous. C'est au moment où on va réellement se pencher vers l'investissement touristique, on va le booster, lui donner, une incitation objective. Si là on parle politiquement, on est avec le tourisme, mais il faut qu'il y ait une cohérence. On veut développer le tourisme, mais comment? Et où sont les mesures incitatives? Est-ce qu'il y a des crédits sans intérêt? Est-ce qu'il y a dans l'agence de développement Non, j'ai parlé avec l'agence de développement, pour le tourisme maintenant il y a beaucoup d'avantages. Oui. Pour les gens qui ne savent pas, il y a beaucoup d'avantages. Ils n'ont qu'à aller à l'agence nationale algérienne de promotion d'investissement. Je viens de le découvrir en tout cas, mais il y a beaucoup d'avantages. Aussi, l'affectation des terrains ou la concession des terrains touristiques, parce que on est confronté à des terrains qui ont beaucoup de problèmes, notamment en balnéaire, notamment en zones touristiques. Donc il faut que l'État intervienne dans ce sujet. Il y a des zones touristiques, on ne peut pas investir par
par des facteurs par-ci, par-là. Généralement, c'est des facteurs que l'investisseur ne peut pas soulever. Donc là, c'est la deuxième des choses. Et la plus importante des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie stratégie étudiée et une stratégie objective des lois et de la réglementation qui accompagne un discours politique cohérent avec ce qu'on veut. Là, on peut arriver. Là, si on est vraiment sérieux dans nos propos et si on met le paquet, on peut arriver et dans un laps de temps, disons 3-5 ans, on peut arriver en 2030 à aboutir aux objectifs du stade. Et on sera, je vous promets qu'on sera un pays vraiment, vraiment dans un tourisme qui n'a rien à voir avec nos voisins. Nous, on va perdre ce tourisme. Sincèrement, moi, en tant que professionnel, je ne veux pas. Je suis... Pourquoi c'est un tourisme de masse? Non, 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 non. Il a très bien expliqué notre président. Donc, on ne veut pas. Je suis totalement avec le président à ce qu'il a dit, à ce qu'il voulait dire dans le discours qu'il a eu. Oui, avec les opérateurs. Donc, je suis totalement avec lui. On veut un tourisme à l'algérienne, nos mœurs, notre culture. Et beaucoup plus, nous, ce n'est pas vraiment le réceptif qui est notre objectif. Parce que les réceptifs, oui, ça génère de l'euro. Mais c'est les nationaux. On ne veut pas que les nationaux, les 2-3 millions, pratiquement 3 millions de touristes qui partent chaque année, ça génère de l'argent fou, de l'euro. Donc ils peuvent rester en Algérie. Il y a beaucoup de choses à améliorer en Algérie qu'on peut ne pas... On a toutes les destinations. On a la Turquie, on a la Malaisie, on a tout. On a le Sahara, on a tout. On peut ne pas aller. C'est-à-dire pour 10 ans, 15 ans, moi je peux ne pas aller à aucun pays. Après la satisfaction, on peut voyager. Voilà. Très bien, c'est sur cette note positive, Monsieur Nouma, qu'on vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. Merci de nous avoir suivis.